donc comme premier conférencier le docteur Philippe Hunus, qui va nous présenter un très très alléchant sur l'intelligence artificielle, un alter ego non irritant. Je laisse la place à Dr. Hunus. Merci beaucoup. Donc vous êtes bien attachés, ça va? Parce qu'on va décoller sur des concepts un peu atypiques. Donc l'idée, le titre que je l'explique un peu, donc un alter ego non irritant. Un alter ego, c'est quelqu'un d'autre qui pourrait être nous. Non irritant, c'est justement avec qui on peut faire la paix. Et voilà, donc on va bien voir que c'est un sujet assez complexe qu'on va aborder. Donc l'IA comme outil, comme compagne ou comme leurre. Voilà, donc c'est un petit peu cette interrogation sur le rôle de l'IA en psychiatrie. Alors, donc il y a un plan qui est un peu sophistiqué qu'on va dérouler rapidement. Donc la première partie, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une spécificité à la maladie mentale? Parce que l'IA, vous savez qu'il faut l'informer pour qu'elle nous donne une réponse. Et donc, si on l'informe sur une thématique qui n'est pas congruente avec le sujet, par exemple, si je ne comprends pas ce que c'est que la maladie mentale, si pour moi la maladie mentale c'est une pas de chance, ou c'est un fait de la société, ou c'est que de la biologie, en fonction de ma conception de la maladie mentale, je ne vais pas informer pareil l'IA. Quand je vais poser une question, forcément ça va modifier la réponse. Et il se trouve que les pathologies mentales sont des carrefours dans lesquels on a des signes qui peuvent devenir des symptômes. Par exemple, la tristesse, c'est un signe qu'on a tous dans la vie, c'est normal d'être triste. À partir de quand la tristesse devient pathologique? Est-ce qu'elle est pathologique parce qu'il y a trop de tristesse, ou est-ce qu'elle est pathologique parce que la nature de la tristesse est pathologique? Par exemple, c'est tout à fait normal d'être triste quand j'ai une mauvaise nouvelle. Et je peux être très 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 triste quand je perds quelqu'un. Mais ce n'est pas pour autant pathologique. Donc ce qui fait que la tristesse devient pathologique, ça va être assez subtil. Par exemple, quelqu'un qui est bipolaire, il fait tout à fait la part des choses entre quand il va bien et qu'il a une mauvaise nouvelle, et là il est triste normalement, et quand il rechute et qu'il est triste. Donc ça s'appelle triste tous les deux, et dans un cas c'est un symptôme, dans l'autre cas c'est un signe. Vous saisissez? Et donc on va avoir beaucoup de nuances. Est-ce que on va analyser la maladie mentale à un niveau moléculaire, par exemple au niveau des atomes, la construction du cerveau, les atomes de carbone qui constituent le cerveau? Est-ce qu'on va l'analyser au plan de la métapsychologie, de la culture, de la sociologie? Donc quand on va informer l'IA, on l'informe sur quel niveau? Est-ce qu'on l'informe sur le niveau moléculaire? Est-ce qu'on l'informe sur le niveau classification? Est-ce qu'on l'informe sur le niveau existentiel? Donc on va voir que quand on va faire de la recherche, ou quand on va demander à l'IA de nous informer, il faut savoir de quel sujet on parle. Et la psychiatrie, c'est très compliqué parce que c'est transversal entre le cellulaire et le culturel, et l'expérientiel. Donc on va avoir effectivement des questions qui vont se poser. Il y a un autre point qui est très important, c'est qu'en fait, les maladies mentales sont essentiellement des maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, elles ont des symptômes qu'on retrouve dans les phases aiguës, par exemple. On peut, lors d'une bouffée délirante, avoir une hallucination. Mais est-ce que l'hallucination qu'on a pendant la phase délirante, elle est ressemblante à l'hallucination qu'on a quand on est stabilisé? Est-ce que c'est de la même nature? Et ça, c'est un point très important. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le chronique n'est pas de l'aigu atténué. Et donc, si je regarde un patient que j'ai connu en phase processuelle et qui va mieux, est-ce que je peux inférer de ce que je sais dans la phase aiguë dans la phase chronique? C'est-à-dire, est-ce que si je comprends ce qui se passe quand il va très mal, ça m'aide à comprendre quand il va mieux? C'est pas pareil. Et en fait, tant neurobiologiquement que conceptuellement, le chronique n'est pas de l'aigu atténué. Donc quand on va réfléchir à une maladie mentale, il faut savoir si on la voit sur le mode chronique ou sur le mode aigu. Donc ça, c'est la première partie de ma présentation. Deuxième, donc premier plan, c'est comprendre la complexité de la maladie mentale. Deuxième plan, se dire, mais en fait l'IA, pragmatiquement, elle est utilisée par le patient. Donc comment est-ce qu'il s'en sert?
Est-ce qu'il s'en sert bien? Est-ce qu'il s'en sert mal? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça l'aide pas? Est-ce que ça le déstigmatise? Est-ce que, au contraire, ça le stigmatise et ça le met dans l'erreur? Donc c'est ce que j'ai marqué, du révélateur, donc c'est-à-dire ça l'aide, au biais spéculaire, c'est-à-dire moi qui suis malade, je vais interroger l'IA avec ma maladie. Et donc il y a des chances que tautologiquement, elle me renvoie la question de ma maladie parce que j'ai posé la question sous l'angle de ma maladie. Donc je ne peux pas être à la fois malade et bien portant. Hein, c'est souvent le grand problème face à un malade, on va lui demander d'être guéri pour le soigner. Si un toxicomane, il sait qu'il faut qu'il s'arrête, il le sait, mais il n'y arrive pas. Donc ce n'est pas le fait de le savoir, c'est le fait de ne pas pouvoir s'en empêcher. Troisième point, comment l'IA est utilisée chez les soignants. Les soignants, c'est nous. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on est avec l'IA, avec un savoir qui est supérieur à n'importe quel clinicien. Aucun clinicien ne peut connaître l'ensemble des données de la littérature sur un sujet. Donc, effectivement, il y a un savoir plus vaste, mais on va voir qu'il y a une fausse concurrence. Et ça, c'est intéressant de réfléchir comment chacun alimente l'autre. La société, l'IA, elle utilise la société utilise l'IA, et est-ce que, dans le fond, l'IA va aider à déstigmatiser les maladies mentales? Ou est-ce qu'au contraire, elle va, dans le fond, fossiliser, opérationnaliser toutes les maladies mentales, et faire comme si on la comprenait, au point de l'enfermer, c'est-à-dire de retirer la dimension existentielle de la vie humaine. Et elle, cette dimension, elle a du mal à être résumée par les études. Et puis, dernier point, qui est un point très très important, c'est que l'IA va aider les cliniciens, mais à un moment donné, le clinicien va prendre une décision. Et cette décision, il va la prendre avec un certain degré d'incertitude. Et ce degré d'incertitude, c'est le poids de sa responsabilité. Puisque dans le fond, l'IA, ça ne sert pas à appliquer, ça sert à informer un jugement. Et donc on va avoir effectivement toutes les questions de responsabilité qui vont se poser. Et vous allez voir que c'est très important. Donc, premier point, qu'est-ce que je vais mettre dans la machine quand je vais poser une question à l'IA? Par exemple, moi je suis chercheur, je veux savoir quelque chose sur le trouble bipolaire. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre la classification? Est-ce que je vais prendre le symptôme? Est-ce que je vais prendre les données des neurosciences? Est-ce que je vais prendre la biologie moléculaire? Est-ce que je vais prendre l'expérience existentielle du patient? Au bout du compte, qu'est-ce que je vais choisir pour informer ma question? Parce que quand il y a une IA, je pose une question. Par exemple, faut-il mettre du lithium à un sujet qui commence son premier épisode? Est-ce que je peux entamer une psychothérapie avec quelqu'un qui a rechuté 10 fois et qui n'écoute jamais? Vous allez voir que donc ça va dépendre de la question que je vais poser. Et ce qui est important donc, pour nous, c'est de comprendre comment c'est fabriqué la maladie mentale. Et je vous ai pris quelques exemples, parce qu'en fait, quand on va poser une question, il faut concevoir que le concept qu'on a, il dépend d'un cadre conceptuel. Et donc ici, j'ai pris un cadre conceptuel de définir la maladie mentale comme un trouble de la signalisation. C'est un trouble de la signalisation cérébrale, mais un trouble de la signalisation mentale. Donc il y a beaucoup de travaux actuellement qui considèrent le cerveau comme un ordinateur qui traite du signal, et que les maladies mentales sont des maladies qui correspondent à des anomalies du traitement du signal. Si moi j'ai un neurone qui donne une information erronée, ben moi qui ai ce neurone, je vais croire que c'est vrai. Et donc je vais construire ma vie avec cette information fausse. Et c'est comme ça qu'on explique actuellement le délire, les hallucinations. C'est des informations qui sont incongruentes face à l'habitude, et l'intelligence du sujet se dit « Ah, ben s'il y a ça, c'est donc que… » Et donc on va voir que le sujet est tout le temps en train de recomposer sur un paysage de signaux la plausibilité d'existence. Donc vous allez voir quelques signaux qui sont connus. Donc les effecteurs, donc par exemple moi quand je vais interroger l'IA, est-ce que je vais interroger l'IA sur les neurotransmetteurs par exemple? Est-ce que la dopamine ça fait ça? Est-ce que la sérotonine ça fait ça? Ou est-ce que je vais interroger l'IA sur d'autres types de signalisation sur lesquels je travaille? C'est la signalisation lipidique. Vous savez que le cerveau c'est de la graisse, et les constituants de cette graisse sont eux-mêmes des signaux. Les graisses qui constituent le cerveau ne sont pas des câbles inertes. C'est des câbles sur lesquels passe l'information, les neurones, mais ces neurones, ils sont eux-mêmes susceptibles de s'informer eux-mêmes. Parce que la graisse, elle fait partie du signal. Donc voilà, il y a toutes les autres possibilités. Donc le cerveau, il est informé par le glucose,
il est informé par l'oxygène, il est informé par l'ATP. Il n'y a pas que les neurotransmetteurs qui l'informent. Et donc, il y a des milliards de signaux, des molécules, l'immunité, par exemple, les interleukines sont des informations du cerveau, ou les éléments vasculaires vont informer le cerveau. Donc, il va y avoir une myriade d'acteurs de la signalisation. Vous connaissez les éléments du gradient électrochimique, donc on a le sodium, le potassium. Pourquoi on a ça? Parce que quand on fait un électroencéphalogramme, on voit les courants électriques. Et ces courants électriques, ils viennent des ions qui constituent le tissu du cerveau. Et ces ions, ils servent à faire des ondes, et ces ondes, elles font de l'information. C'est ce qu'on appelle des oscillateurs. Donc vous voyez déjà à quel niveau je vais me situer quand je vais poser la question sur les maladies mentales. Est-ce que je me pose la question au niveau moléculaire, au niveau électrochimique, ou est-ce que je me au niveau des gaz? Le cerveau est informé par l'oxygène. L'oxyde nitrique, qui est très très important, c'est la signalisation nitrosatique, qui est très très importante et qui donne tous ces éléments qui correspondent au stress oxydatif dans nos cellules. Autre niveau, c'est le niveau de l'action globale du cerveau. Le cerveau, c'est une machine cybernétique et toutes les régions sont informées en temps réel de toutes les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la connectivité. Ici, vous avez la connectivité structurale, c'est-à-dire les neurones qui vont d'une région à une autre. Après, il y a une autre connectivité qu'on appelle la connectivité fonctionnelle. C'est comment les régions cérébrales sont informées les unes des autres, indépendamment de la connexion physique qu'elles ont entre elles. Par exemple, avec les ondes dont je vous parlais. Et ça, c'est très très important. Dans la schizophrénie, par exemple, le mode par défaut qui fait que le cerveau a un certain axe de communication, il est désorganisé. Et donc, à ce moment-là, on va avoir des zones qui vont s'activer alors qu'elles ne devraient pas l'être en même temps que d'autres. Et donc, il va y avoir des informations non congruentes en temps réel du cerveau. Donc ici, vous avez les ondes dont je viens de vous parler. Et puis ici, vous avez la neuroplasticité, parce que, évidemment, le cerveau vit des expériences, et ces expériences modifient sa structure. Par exemple, des patients, si on ne les stimule plus, ils peuvent devenir plus déficitaires. Ce n'est pas qu'ils sont plus déficitaires parce que leurs neurones le sont, mais comme ils sont plus stimulés, ils ne synthétisent plus de nouvelles connexions. Donc vous voyez que quand moi je vais concevoir une maladie mentale et que je vais demander à l'IA de m'informer, à quel niveau je me positionne. Autre niveau, qui est un niveau corps entier, c'est-à-dire c'est pas que le cerveau c'est un organe du corps, et cet organe il suit les mêmes règles que tout le corps. Les règles de l'immunité, les règles de l'inflammation, les règles du microbiote. Et donc le cerveau fonctionne comme organe au sein des autres organes du corps. Donc par exemple, on parlait hier de la question du microbiote. Comment le microbiote peut informer le cerveau? Il informe le cerveau comme il informe le cœur, comme il informe l'œil, comme il informe le cheveu. Il fait des chemins. Et donc, si je conçois la maladie mentale comme une maladie corps entier, je ne me dis pas le malade il est comorbide avec des problématiques cardiovasculaires. Je me dis la fragilité psychique, c'est la même fragilité que la fragilité métabolique. Donc je ne dis pas le malade il est malade mental plus une maladie métabolique qui est liée à des facteurs de risque. C'est le même facteur de risque d'avoir une maladie mentale que d'avoir un risque de diabète. Vous saisissez? Donc, à quel moment je me positionne pour comprendre une maladie? Et ça, c'est très important parce que c'est avec ça que je vais informer l'IA. Autre élément qui est très important, c'est que tous ces éléments de construction biologique, d'information, à la fin, moi, quand j'ai toutes ces informations, je m'en fais une réalité psychologique. Je me dis, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de pas bien, je suis croyant, je suis pas croyant, la vie, ça sert à rien. Je vais donc, alimenté par ces informations, rajouter une couche qui est la couche existentielle. Qu'est-ce que je pense de ma biologie? Et quand le malade va interroger l'IA, il va peut-être beaucoup plus l'interroger sur des dimensions existentielles. Est-ce que ça vaut la peine de se tuer? Est-ce que ça vaut la peine de prendre un médicament? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça ne me ressemble pas? Donc, le premier point de ma démonstration, si j'ose dire, c'est de dire, en fait, quand on va réfléchir à la question de l'IA, il faut qu'on réfléchisse à la question de quels sont les éléments qu'on va mettre en information. Est-ce que je mets des éléments d'information métapsychologique, d'information culturelle? Est-ce que c'est normal d'être malade? Est-ce que je mets des informations neurobiologiques?
à quel niveau je me positionne. Et ça, c'est très important parce que si je prends un niveau, ça veut dire que j'accepte de ne pas prendre les autres. Si moi, je pose à l'IA une question existentielle sur est-ce que ça vaut la peine de se tuer, je lui pose une question qui est différente de la question est-ce que l'oxygène est un bon neurotransmetteur dans le cerveau. Donc ça veut dire que quand je vais informer l'IA, et quand on est chercheur, c'est ça qu'on fait, on décide de ne pas choisir certaines informations. Donc c'est la décision de ne pas prendre une information, plutôt que d'imaginer qu'on va toutes mettre les informations dans l'IA, depuis la molécule jusqu'à la métapsychologie, pour obtenir une réponse. Il y a un premier point dans la réflexion sur l'IA, et ça c'est des points qu'on travaille avec les ingénieurs, qui eux imaginent qu'une maladie mentale, c'est homogène. On a un score, c'est présent, c'est absent, et ce score, il a une valeur. Donc si on augmente, c'est mieux, si on diminue, c'est moins bien, dans l'autre sens. Et donc l'idée, c'est de se dire, non, l'objet maladie mentale ne peut pas se concevoir en se simplifiant. Il va donc falloir décider de ne pas prendre certaines informations qui existent pour interroger l'IA. Pourquoi? Parce qu'il faut que je détermine à quoi ça va servir mon interrogation. Donc ce qu'on fait habituellement, je vais passer, c'est dans le fond de... Je vais passer, ça c'est un peu... Nous, ce qu'on a pour faire de la recherche et pour... Oui, 5 minutes? Ah bon? Bah, ça fait pas 15 minutes que je parle? Déjà? Ok, d'accord. Donc alors, on va le passer, c'est pas grave. Donc on va pas le faire. Et on va, dans le fond, réfléchir à ce que voit l'IA avec le patient. Donc le patient, lui, il a une interrogation. Et l'IA va lui permettre de dévoiler quelque chose. Et ça, c'est très important parce que moi, si je suis patient, je suis dans l'inconfort vital. Et cet inconfort vital, il va falloir que je le nomme pour poser la question. Et le travail de désambiguation de ce que je vis, c'est déjà un travail psychique. Si moi je pose à l'IA la question « est-ce que je suis triste ?», c'est donc que j'ai identifié que je suis triste. Et donc le patient va, dans le fond, lorsqu'il va interroger l'IA, formuler un questionnement qui est déjà vertueux. L'autre point très important qu'il fait, c'est qu'il se représente l'IA en l'humanisant. Et vous savez que dans les maladies mentales, il y a beaucoup de troubles de la représentation de l'altérité. Et donc, la manière dont le patient se représente l'IA, est-ce que c'est un père sévère? Est-ce que c'est un tout-puissant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la surveillance? Ça va être un élément psychologique très important pour le clinicien. Parce qu'il y a une représentation de l'altérité, plutôt bienveillante, mais parfois malfaisante. Donc, c'est un partenaire cognitif. Le problème, c'est que la manière dont le patient pose la question, c'est une manière qui est biaisée par son propre trouble. Et donc, je vais poser la question biaisée par mon trouble. Donc, à un moment donné, j'ai une lecture tautologique. Puisque je pose la question fausse, j'ai la réponse fausse. Et ce que ne fait pas l'IA, c'est comment la succession de questions, elle est portée par une psychopathologie. Troisième niveau, le soignant. Le soignant, en fait, il peut se sentir en compétition avec l'IA. Parce qu'il se dit l'IA c'est tout, moi je sais rien, donc je vais utiliser l'IA et ça va m'aider. Et en réalité, on va le voir que c'est pas ça du tout. On est plutôt dans des registres de complémentarité et des registres de dialectique. C'est-à-dire que le soignant qui interroge l'IA pour savoir quoi faire, il s'interroge et il prend l'IA comme élément de triangulation. Ça fait un tiers interrogatif entre lui, le patient et l'IA. Et ça, c'est un point très intéressant. Donc, l'idée, qui est un peu compliquée, c'est que les données dont on dispose aujourd'hui sont des données d'une époque sans IA. Et les essais cliniques dont on dispose sont des essais cliniques qui sont trop rustiques pour l'IA. Parce que c'est jusqu'à présent, quand on fait des essais cliniques, on sursimplifie pour obtenir une différence statistique. Mais avec l'IA, on ne sursimplifie pas. On prend en compte la complexité. Donc, aujourd'hui, l'IA nous informe avec des éléments qui correspondent à un autre temps, sur des cohortes énormes de patients qu'on a homogénéisés, alors qu'on sait que les classifications sont fausses. Donc on va avoir un substratum qu'on va interroger dans l'IA, qui n'est pas adapté à ce que l'IA peut faire. Et donc il va falloir inventer des nouvelles méthodologies, et nous on est avec des statisticiens, on est en train d'inventer des nouvelles méthodologies statistiques qui correspondent à la prise en compte de la complexité instantanée. Et pas d'un truc qui serait fixe avec une photo, comme on fait dans les classifications. Actuellement, dans les études, on a un début, une fin,
il n'y a pas de temps et on regarde avant-après. Mais il n'y a pas qu'est-ce qui s'est passé au milieu. Et donc, dans les nouveaux essais, il va falloir prendre ça en compte. La société, à la fois l'IA, c'est très bien parce que ça déstigmatise, à la fois c'est un leurre parce que ça donne l'impression que le savoir existentiel est un savoir formel. Et le savoir existentiel n'est pas un savoir formel, il est un savoir expérientiel. Et l'expérience, elle change à chaque seconde, tandis que l'IA, elle donne une information atemporelle. Donc on a une information atemporelle qui ne peut pas informer une expérience instantanée. Donc on n'est pas dans une même échelle de temps, et donc on va se trouver dans un système qui est un peu un leurre, puisqu'on va demander à quelque chose qui est atemporel, apersonnel, de répondre à une question temporelle, personnelle. Donc on va avoir effectivement un jeu dialectique, plutôt qu'un jeu explicatif. Quatrième niveau, la responsabilité, c'est le dernier point. Ce qui est important, c'est que quand on est thérapeute, on prend une décision là où il y a un grand degré d'incertitude. Parce qu'on ne sait jamais si le patient va répondre, s'il va prendre le traitement, si ça va lui servir et pourquoi il le fait. Et même très fréquemment, on prescrit des choses erronées face au patient parce que on sait que si on ne fait pas ça, le patient va arrêter de venir. Donc on va prendre une décision qui est fausse par rapport à la réponse scientifique, mais vraie par rapport au maintien du lien. Et ce que je voudrais juste dire pour conclure, c'est qu'il existe, lorsqu'on soigne, un savoir qui est le savoir de la rencontre. C'est le savoir qu'on a tous les deux, ensemble, tous. C'est-à-dire mon savoir, le vôtre. Et ce qui se crée, c'est un savoir instantané, qui est le savoir qui va faire qu'on va prendre la décision maintenant de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Donc ça, c'est ce savoir instantané qui a lieu par la rencontre de deux savoirs et qui s'évanouit à peine a-t-il lieu. C'est le savoir de l'alliance thérapeutique. Et ce savoir-là, par définition, il ne peut pas être informé par l'IA parce qu'il est changeant tout le temps. Donc on a, si vous voulez, une constellation de savoirs et à la fin, il y a une responsabilité du choix. Voilà ce que je voulais vous dire.